Les humains consomment plus de 1000 milliards par an. Il peut être mangé seul, après une cuisson, ou être utilisé pour faire des mousses ou des émulsions. L'œuf est un aliment de base de nombreuses cuisines. Bienvenue sur les sciences des saveurs. Aujourd'hui, on décortique l'œuf. D'où il vient, à quoi il sert, comment bien le cuisiner. Et on répond sérieusement à une fameuse question. Qui est venu d'abord entre l'œuf et la poule? C'est quoi un œuf? Un œuf, c'est un ovule fécondé qui est recouvert d'une paroi protectrice. Chez les oiseaux comme la poule, c'est une coquille calcaire dure. Un œuf sert à protéger l'embryon qui s'y développe et permet donc à une espèce de se reproduire. Dans la nature, beaucoup d'animaux pondent des œufs. C'est le cas des invertébrés comme les insectes, les gastéropodes, les arachnides ou les coraux. Et c'est aussi le cas de tous les vertébrés, à l'exception des mammifères placentaires et des marsupiaux. Donc les poissons, amphibiens, oiseaux, reptiles et mammifères monotrèmes pondent des œufs. On mange notamment des œufs de poisson comme le caviar qui est composé d'œufs d'esturgeon. On mange aussi des œufs de reptiles comme les œufs d'iguane et on mange surtout des œufs d'oiseaux. On va donc se pencher plus en détail sur l'œuf qui est le plus consommé et le plus connu, l'œuf de poule. On sait tous qu'un œuf, c'est une coquille qui renferme un jaune qui flotte dans du blanc. Ça s'appelle juste le blanc. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Un œuf, c'est donc une coquille formée de cristaux de carbonate de calcium, du calcaire. La coquille n'est pas complètement hermétique, elle est en fait percée de nombreux pores. Il y en a environ 10 000 sur un œuf de poule. Mais à l'extérieur de la coquille, on trouve une autre couche, la cuticule. C'est une couche qui se dépose sur l'œuf juste avant qu'il soit pondu. La cuticule est composée de matière organique et de pigments. Elle donne sa couleur à l'œuf et le protège contre les micro-organismes. Juste en dessous de la coquille, on trouve la membrane coquillière. C'est celle qu'on voit très bien sur un œuf dur. Elle fait office de deuxième protection tout en permettant les échanges d'eau et d'air. Ensuite, il y a le blanc. Enfin plutôt les blancs. Et oui, on le voit un peu quand on casse un œuf, il y a un blanc très fluide externe et le blanc interne, proche du jaune, qui est plus visqueux. Le blanc est composé de 90% d'eau et de 10% de protéines. La principale, c'est l'ovalbumine, une albumine. La proportion de protéines est plus élevée dans le blanc interne, c'est ce qui le rend plus visqueux. L'ovalbumine est également concentrée dans une autre partie du blanc d'œuf, les chalases. Dans les œufs d'oiseaux, il y en a deux de part et d'autre du jaune. Ce sont des cordons d'albumine qui relient le jaune et la membrane de l'œuf. Ils permettent au jaune de rester au centre de l'œuf. Cependant, les chalases sont des structures qui se détériorent avec le temps et elles sont plus efficaces quand l'œuf est frais. Avec le temps, elles disparaissent et le jaune flotte librement dans le blanc. L'autre élément principal de l'œuf, c'est le jaune. C'est lui qui sert de réserve de nourriture à l'embryon. Le jaune est recouvert d'une fine membrane et est composé à 50% de particules fines solides, comme la vitamine D. Les autres 50% sont eux-mêmes composés de 50% d'eau et de 50% de protéines et de lipides, du gras comme le cholestérol ou la lécithine. Enfin, l'œuf comporte une chambre à air, celle-ci se forme au moment de la ponte. La différence entre la température interne de la poule, qui est environ 40 degrés, et la température extérieure provoque un choc thermique. Celui-ci fait se contracter l'œuf et l'air pénètre par les pores de la coquille. Plus l'œuf est frais et plus la poche à air est petite. C'est d'ailleurs pour ça qu'un œuf pas frais, donc rempli d'air, flotte, là où un œuf frais coule. La chambre à air sert à alimenter l'embryon en oxygène pendant la couvaison. Quand on regarde bien le jaune, on peut y voir un point blanc. C'est en fait la cellule qui constitue l'ovule. Sur les œufs du commerce, cet ovule n'est pas fécondé et reste blanc. Mais un œuf pondu par une espèce sauvage ou dans un poulailler qui abrite un coq sera fécondé. Et le point blanc deviendra un disque germinatif, puis un embryon qui grandira. Car avant de servir à cuisiner, c'est bien à ça que ça sert un œuf. L'œuf fécondé abrite donc un embryon qui va s'y développer. Et l'œuf contient tout ce qu'il faut pour protéger, nourrir, faire respirer et gérer les déchets de l'embryon. D'abord, la protection. Bien sûr, la coquille permet de protéger l'embryon en rendant l'œuf solide. C'est d'ailleurs la forme ovoïde de la coquille qui la rend résistante, en plus d'empêcher l'œuf de rouler. Le jaune, lui, sert de réserve énergétique à l'embryon. C'est pour cela qu'il contient beaucoup de lipides très énergétiques. Mais la coquille joue aussi un rôle pendant la calcification de l'embryon. La calcification, c'est la formation des os. À ce moment, l'allantochorion, un organe fœtal collé à la coquille et fortement vascularisé, dissout les sels minéraux de la coquille pour approvisionner l'embryon en calcaire, permettant ainsi la formation des os.
L'allantochorion sert aussi à faire respirer l'embryon. Comme on vient de le voir, il est collé à la coquille et fortement vascularisé. Il relie donc le fœtus et la coquille. Et on a vu tout à l'heure que la coquille est poreuse à l'air. L'air passe donc via la coquille dans les vaisseaux sanguins vers le fœtus. Enfin, l'allantochorion gère aussi l'évacuation des déchets du fœtus sous forme d'acide urique. Le développement de l'embryon se fait ainsi dans l'œuf, mais à une condition, il faut une température minimale. C'est pour ça que les oiseaux couvent ou que les reptiles enfouissent leurs œufs. Après une période d'incubation qui est plus ou moins longue, un poussin sort de l'œuf. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? S'il y a plein de façons de réfléchir à ce paradoxe... Pour moi, c'est la poule. Ah bah tiens, il est comme moi. Bah tu vois, c'est la poule. Et pourquoi c'est la poule? Oui, Parce que la poule, elle pond des œufs. Quand on se place du point de vue scientifique et de la théorie de l'évolution... La question, elle est vite répondue. Mais on peut détailler, et c'est l'occasion de comprendre comment l'œuf est apparu dans le règne animal. L'œuf, dans le sens biologique du terme, est apparu en même temps que les premiers animaux multicellulaires. On parle là de l'ovocyte, donc la cellule reproductrice femelle, qu'on appelle aussi un œuf. La ponte des œufs, elle se retrouve chez des animaux primitifs, comme les coraux. Mais on parle là de lâcher dans l'océan en même temps que des spermatozoïdes qui les fécondent. Il est superbe ton spermatozoïde, Jamie. C'est une fécondation externe. L'œuf qui nous intéresse aujourd'hui est appelé œuf amniotique par les scientifiques. Et il faut faire un peu avancer le cours de l'évolution pour les voir apparaître. On se retrouve donc au moment de la sortie des eaux, au Paléozoïque. C'est pendant cette période, qui s'étend de 540 millions à 250 millions d'années avant notre ère, que les plantes, puis les animaux, vont évoluer pour s'adapter à la vie sur la terre ferme. Il y a environ 400 millions d'années, pendant le Dévonien, les premiers vertébrés sortent de l'eau. C'est l'apparition des tétrapodes, des vertébrés qui marchent sur 4 pattes. Ces premiers tétrapodes, qui deviendront les amphibiens, sont encore très dépendants du milieu aquatique. Ils doivent pondre leurs œufs dans l'eau. Et on doit avancer dans le temps pour voir apparaître les premiers œufs amniotiques. Il y a 330 millions d'années, pendant le Carbonifère, la lignée des tétrapodes se divise en 2 groupes. Alors qu'il n'existait que des anamniotes, les premiers amniotes apparaissent. Ce sont des animaux qui pondent des œufs solides, qui contiennent un amnios, une poche remplie d'eau permettant à l'œuf de se développer hors de l'eau. Les premiers amniotes ressemblaient à des lézards. Ils se sont ensuite diversifiés pour donner naissance à plusieurs groupes, dont certains existent encore aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le point commun entre un ornithorynque, une poule, un tricératops, une tortue, un crocodile et un lézard? Eh bien, ce sont tous des amniotes. Ils pondent tous des œufs amniotiques. Les oiseaux, les reptiles et les mammifères monotrèmes pondent des œufs, et ce sont tous des œufs amniotiques. Mais revenons à notre question. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? Eh bien, si on reprend le cours de l'évolution, le premier animal amniotique a pondu un premier œuf amniotique. Puis, ces animaux ont évolué. Au cours du temps, les premiers dinosaures sont apparus. To Jurassic Park. Certains d'entre eux ont évolué, et les oiseaux sont nés. Il y a 65 millions d'années, la plupart des dinosaures ont disparu. Et seuls les oiseaux sont restés. Car oui, d'un point de vue de la biologie de l'évolution, les oiseaux sont des dinosaures. Ces oiseaux ont évolué, et un d'entre eux a pondu un œuf qui a donné un oiseau un peu différent, un coq. Donc c'est bien l'œuf qui est apparu en premier. Et c'est ensuite l'être humain qui a fait de la poule l'animal qu'on connaît aujourd'hui. Je te calme. Car oui, la poule est un animal domestique, issu d'une espèce sauvage. Les premiers humains ont d'abord vécu en chasseurs-cueilleurs nomades. Le premier animal a été domestiqué à ce moment, au Mésolithique. Cet animal, tout le monde le sait, c'est le loup, et il a donné naissance au chien. Puis les humains se sédentarisent au Néolithique. Cette période varie selon les régions du monde. Elle a commencé plus tôt dans le Croissant fertile et plus tard en Europe et en Asie. C'est à ce moment que naît l'agriculture et l'élevage, et donc que les premiers animaux, autres que le loup, sont domestiqués. Le premier animal domestiqué, hormis le loup, c'est la chèvre, en Iran, il y a 10 000 ans. Et c'est il y a 6 000 ans, en Asie du Sud-Est, que la domestication de la poule a eu lieu. Mais pourquoi et comment domestiquer un animal ?
La vie sédentaire implique de ne plus chasser et de produire sa nourriture là où on vit. Il est donc alors nécessaire d'avoir des animaux domestiqués qu'on peut facilement élever. Pour domestiquer un animal, plusieurs scénarios semblent possibles. Il est possible que certains animaux commencent à vivre non loin des villages humains pour se nourrir des restes de nourriture. Il semblerait que le porc ait été domestiqué ainsi. Il est aussi possible de pratiquer une chasse sélective dans le but de faire diminuer le nombre de mâles dans une population pour contrôler plus facilement l'élevage. C'est notamment ce qu'il se passe avec le renne. Enfin, l'élevage peut aussi se faire en capturant les animaux pour les élever en captivité. Un animal peut ainsi être domestiqué en utilisant plusieurs techniques en même temps. Une fois l'élevage d'un animal commencé, celui-ci peut être plus ou moins sélectif. C'est cette sélection qui permet de différencier petit à petit l'animal sauvage du domestique, mais aussi de choisir des caractéristiques précises et former des races. C'est comme cela qu'on est passé du loup au loulou de Poméranie ou au husky. Pour cela, il faut sélectionner les reproducteurs qui ont des caractéristiques qui nous intéressent. Toi tu vis, toi tu crèves. Et les faire se reproduire. On peut aussi croiser des individus pour mélanger les caractéristiques, et ça donne un pomsky. Appliquons tout cela à notre poule. Les humains ont toujours mangé des œufs d'oiseaux sauvages et ont peut-être essayé de domestiquer des oiseaux au néolithique. Mais un oiseau, ça vole, et c'est donc dur à capturer. C'est en Asie du Sud-Est, il y a 6000 ans, que des humains ont domestiqué le premier oiseau. Il s'agit du coq doré, un galliforme, donc un cousin des tétras, des pintades ou des dindes. Hello girls! Ce sont des gros oiseaux qui préfèrent vivre au sol et ne volent pas très bien. C'est sûrement ce qui a aidé à la domestication du coq doré. Cette espèce ressemble beaucoup aux poules et le dimorphisme sexuel y était déjà présent. Ça veut dire que la femelle et le mâle sont physiquement différents. Le coq doré mâle est plus coloré et a des ergots aux pattes et une crête. C'est un oiseau qui fait des nichés avec beaucoup d'œufs. Et le coq doré a été domestiqué sûrement en capturant des individus sauvages et en les plaçant dans des poulaillers primitifs. À moins que des coqs se soient rapprochés des campements humains pour y picorer. C'est dur à dire. Et les humains ont donc ensuite pratiqué l'élevage sélectif pour favoriser le nombre de pondus et la période de ponte. Car il faut se rappeler qu'un oiseau sauvage ne pond pas toute l'année. La période de ponte des poules a donc augmenté au fil du temps grâce à la sélection. Pareil pour la quantité d'œufs pondus. On a aussi sélectionné les poules pour qu'elles pondent sans qu'un coq soit présent autour d'elles. Et encore aujourd'hui, cette sélection continue. Il existe donc aujourd'hui de nombreuses races de poules, certaines pour la ponte, comme la marran, et d'autres pour la chair, comme la Bresse gauloise. Il y a même des races de poules d'ornement, comme la Sebright. Les poules pondeuses sont celles qui pondent le plus d'œufs. Mais comment ça se passe? Comment une poule produit un œuf? Une poule d'élevage pond dès qu'elle reçoit au moins 10 heures de lumière en une journée. Alors le lendemain, son ovaire libère un ovocyte, donc un ovule, dans l'oviducte, un long conduit qui va de l'ovaire au cloaque. Avant sa libération, l'ovocyte a déjà accumulé des réserves d'énergie pour former le vitellus, le jaune d'œuf. Pendant 12 jours, l'ovule, qui pour rappel est une seule cellule, passe de 200 mg à 15 g, le poids d'un jaune d'œuf. D'ailleurs, la couleur du jaune d'œuf, qui peut être plus ou moins pâle, dépend de la nourriture de la poule. Une poule bien nourrie avec une alimentation diversifiée et qui vit dehors aura un jaune bien plus foncé et plus riche qu'une poule de batterie qui aura un jaune assez clair et pauvre. Au cours de son trajet dans l'oviducte, le vitellus va d'abord s'entourer d'albumène et d'échalases. Cette étape prend 3 heures, puis durant 1h30, la membrane coquillière sera formée. Ensuite, l'œuf arrive dans l'utérus et la glande à coquille produit la coquille pendant 16 à 19 heures. Juste avant la ponte, l'œuf est recouvert d'une cuticule et la poule le pond le matin. La cuticule donne sa couleur à la coquille et est variable selon les races de poules. Si nos œufs sont souvent beiges, aux États-Unis ils sont blancs car la race utilisée là-bas, la White Leghorn, pond des œufs blancs. Il faut donc 25 à 26 heures pour former un œuf. Et 1 heure après la ponte, un nouvel ovocyte est libéré par l'ovaire et ainsi de suite. Et parfois il y a embouteillage de jaune dans l'oviducte et une coquille se forme autour de 2 jaunes et donne un œuf plus gros avec 2 jaunes. Spectaculaire! Renversant! As-tu vu? On sait donc d'où vient l'œuf qu'on mange. Regardons-le de plus près. En Europe, les œufs sont numérotés. Vous connaissez peut-être la signification de ce numéro, et c'est en tout cas l'occasion de savoir comment sont produits les œufs aujourd'hui. La première information qui figure sur un œuf, c'est une date. C'est en fait la date de ponte de l'œuf. On considère qu'il sera extra frais pendant 9 jours après cette date. On privilégiera les œufs les plus frais pour les utiliser crus ou peu cuits, comme dans une mayonnaise ou en pâtisserie. L'information en dessous, c'est la DCR, pour date limite de consommation.
Et enfin, il y a ce fameux code. Il commence toujours par un chiffre entre 0 et 3, puis 2 lettres identifiant le pays d'élevage, et enfin un code pour identifier l'élevage. Et il est important de savoir à quoi correspond le premier chiffre, car il indique les conditions d'élevage des poules pondeuses. Le 3 indique que les poules ont été élevées en cage, avec jusqu'à 16 poules au mètre carré. Les poules sont enfermées toute la journée et avec une lumière artificielle toute l'année pour qu'elles pondent autant en hiver qu'au printemps. Le 2 indique des poules élevées au sol, dans des conditions similaires aux élevages en cage. Le 1 indique un élevage en plein air, mais seulement en partie. Et le 0 enfin correspond à l'élevage bio, avec plus de réglementation comme un accès à l'extérieur et une alimentation réglementée. Le bio représente aujourd'hui 18% de la production d'œufs. Aujourd'hui, les poules pondeuses produisent beaucoup d'œufs, jusqu'à 320 par an, mais ce n'était pas le cas il y a encore 60 ans. En 1950, les poules pondaient 160 œufs par an. C'est que les industriels de l'agroalimentaire continuent de sélectionner les poules pour augmenter leur productivité, cette fois à l'aide de manipulations génétiques sur les meilleures souches. Tout cela donne des chiffres de production des œufs qui donnent le vertige. En 2022, on a produit 1490 milliards d'œufs, soit près de 80 millions de tonnes. C'est que l'œuf est un aliment à la fois nutritif et peu calorique. Logique, il contient de quoi nourrir suffisamment une simple cellule pour qu'elle forme un poussin. On a longtemps déconseillé de manger trop d'œufs à cause du cholestérol qu'ils contiennent. Mais on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle le mauvais cholestérol est produit par le foie à partir d'acides gras saturés et qu'il ne vient donc pas directement de l'alimentation. On peut donc manger des œufs sans se soucier des maladies coronariennes. Il faut cependant faire attention à manger des œufs suffisamment frais et bien conservés. Oh! Dis-moi pas que c'est pas frais! Et d'ailleurs, comment bien conserver un œuf? On l'a vu, les œufs ont une date de péremption, mais il faut tout de même conserver les œufs dans de bonnes conditions si on veut les garder frais jusqu'à cette date. Déjà, il ne faut surtout pas laver les œufs. Ça peut arriver que des œufs soient un peu tachés avec de la paille ou des fientes de poule. L'extérieur des œufs est en fait un nid à bactéries, vu les endroits qu'il a traversés et toutes les manipulations qu'il connaît. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laver un œuf. On l'a vu, l'œuf est recouvert d'une cuticule qui empêche les micro-organismes d'y pénétrer. Et bien cette cuticule, elle disparaît si on lave l'œuf, et il devient alors perméable aux bactéries. L'œuf est donc plein de bactéries, et il faut donc bien se laver les mains après avoir touché un œuf. Il faut aussi faire attention quand on casse un œuf et éviter qu'il soit en contact prolongé avec la coquille. Il faut aussi faire attention à ne pas utiliser un œuf fêlé, même légèrement. Une fêlure met en contact la coquille et l'intérieur de l'œuf qui peut alors être contaminé. Pour bien conserver les œufs, il faut paradoxalement les conserver à température ambiante et pas au frais. La cuticule fonctionne très bien toute seule et elle est en fait progressivement détruite par le froid, ce qui diminue le temps de conservation des œufs. Et si vous avez voyagé dans certains pays, vous avez peut-être vu des œufs qui sont quand même vendus au rayon frais. C'est que ces pays vendent des œufs lavés qui ne peuvent se conserver qu'au frais et pas très longtemps. En France, le lavage des œufs est interdit pour faciliter sa conservation. Donc on sait maintenant comment conserver nos œufs dans les meilleures conditions. On peut maintenant voir comment les utiliser et pourquoi on peut faire autant de choses avec un œuf. On ne compte pas le nombre de recettes à base d'œufs. Meringue, œuf en neige, mousse au chocolat, mayonnaise, crème anglaise, béarnaise, sabayon, œuf dur, œuf parfait, œuf au plat, œuf à la coque, sauce gribiche, œuf mollet, œuf poché, œuf brouillé. Une omelette! Toutes ces recettes utilisent 3 techniques. La mousse, l'émulsion et la coagulation de l'œuf. Commençons par la mousse. J'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein? Une mousse, c'est une dispersion d'un volume important de gaz dans un faible volume de liquide. Appliqué à notre cas, c'est un grand volume d'air dispersé dans un plus petit volume de blanc d'œuf. Ça consiste en fait tout simplement à battre des blancs en neige. Quand on fouette des blancs d'œufs, on incorpore l'air dans le mélange, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'air reste comme emprisonné dans ce mélange. Et c'est là que les protéines contenues dans le blanc d'œuf interviennent. Et d'ailleurs, c'est quoi une protéine? Une protéine, c'est une grosse molécule qui est en fait un polymère. Ça veut dire qu'une protéine est composée de plusieurs petits éléments assemblés ensemble par des liaisons chimiques. L'élément de base d'une protéine, c'est l'acide aminé. Il en existe 20 différents qui rentrent dans la composition des différentes protéines. Et chaque acide aminé a des propriétés chimiques particulières. Ce sont ces propriétés qui déterminent les propriétés de la protéine, mais aussi sa structure. Mais une protéine, ce n'est pas juste une chaîne d'acides aminés dépliés comme un long fil. Les différents acides aminés qui la composent s'attirent et se lient par des liaisons hydrogènes, ou se repoussent selon leur composition. Tout cela fait qu'une protéine est comme enroulée sur elle-même et a donc une forme compacte en 3 dimensions. Et quand on fouette le blanc d'œuf, les filets du fouet dénaturent l'ovalbumine et les autres protéines du blanc d'œuf.
Elles passent alors progressivement de leur forme enroulée à leur forme déroulée. On dit qu'elles sont dénaturées. Et les protéines vont alors se réorganiser selon la polarité des différents acides aminés. Pas de panique, on va voir ce que c'est que la polarité d'une molécule. La polarité, c'est la façon dont les charges électriques sont réparties au sein d'une molécule. Selon les atomes et les liaisons qui composent la molécule, les charges électriques positives et négatives sont réparties différemment. Si les charges sont réparties de façon symétrique, il n'y a pas de pôle et la molécule est apolaire. Si au contraire la répartition des charges électriques est asymétrique, la molécule aura un pôle positif et un pôle négatif, un peu comme un aimant ou une pile. Et là, la molécule est polaire. Et la polarité d'une molécule a une influence sur plusieurs caractéristiques physiques, dont une qui nous intéresse beaucoup en cuisine, c'est la solubilité. Les molécules apolaires ne sont généralement pas solubles dans les solvants polaires. Et quelle molécule est polaire ? L'eau. On dit donc que les molécules polaires, qui sont donc solubles dans l'eau, sont hydrophiles. Elles aiment l'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour s'en rappeler, c'est simple, une molécule polaire, c'est comme un ours polaire. Ça aime l'eau. Il y en a là-dedans. Et les molécules apolaires sont hydrophobes et elles sont généralement aussi lipophiles. En résumé, elles préfèrent le gras à l'eau. C'est le manque de gras, je me dessèche. Donc, quand on fouette le blanc d'œuf, on dénature la protéine et la molécule se réorganise selon la polarité de ses acides aminés. Mais comme on est dans un milieu aqueux, ça veut dire qu'il contient de l'eau, les acides aminés apolaires, donc hydrophobes, se déplacent vers les bulles d'air pour ne pas être en contact avec l'eau. Cette organisation des molécules emprisonne les bulles d'air à l'intérieur avec les molécules hydrophiles vers l'extérieur et les molécules hydrophobes vers l'intérieur de la bulle. Et à chaque coup de fouet, les bulles deviennent de plus en plus petites et la mousse épaissit et devient plus stable. Pour réussir à faire monter des blancs en neige, il faut surtout faire attention à ne pas aller trop vite au début. L'idée c'est de d'abord dénaturer les protéines avant d'incorporer de l'air. Et on commence donc à fouetter tranquillement et on augmente petit à petit la vitesse du fouet. Si on ajoute du sucre au blanc d'œuf, on dit qu'on serre les œufs et on va avoir une mousse plus compacte. Et si on cuit le résultat, ça nous donne une meringue. On passe à la deuxième technique, c'est l'émulsion. La mousse et l'émulsion sont en fait très similaires. Dans la mousse, on mélange de force de l'air et un liquide. Et dans l'émulsion, on mélange de force deux liquides qui ne sont pas miscibles. Le plus souvent, de l'eau et du gras. Et comme pour la mousse, la technique c'est de disperser des petites gouttelettes de gras dans de l'eau. Ici, l'eau est contenue dans l'œuf et on prend souvent juste le jaune d'œuf. Déjà parce qu'il a plus de goût, C'est bon ça. mais aussi parce que le jaune contient de la lécithine. C'est une molécule qui a des propriétés tensioactives. C'est en fait une molécule avec une longue queue hydrophobe, donc lipophile, et une tête hydrophile. L'idée, quand on fait une mayonnaise, c'est que ces molécules tensioactives, contenues dans le jaune, viennent entourer des gouttelettes d'huile en se plaçant tout autour de l'huile, en faisant sortir uniquement leur tête hydrophile. Si on veut réussir une mayonnaise, il faut donc y aller progressivement, pour qu'on puisse d'abord former des gouttelettes d'huile avec le fouet et que la lécithine fasse son effet tensioactif. Si on verse toute l'huile d'un coup, c'est plus dur de former des petites gouttes. Et d'ailleurs, on ajoute souvent de la moutarde dans la mayonnaise, car celle-ci contient aussi des tensioactifs. Une émulsion, c'est donc un corps gras et un corps aqueux qui ont été mélangés à l'aide d'un tensioactif. On peut donc utiliser par exemple du beurre clarifié au lieu de l'huile, comme dans la sauce hollandaise ou la béarnaise. Sauf que ces sauces sont des émulsions chaudes qui utilisent aussi une autre technique, la coagulation de l'œuf par la cuisson. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on cuit un œuf ? Pour ça, on va observer des œufs plus ou moins cuits, de l'œuf cru jusqu'à un œuf dur volontairement trop cuit. On l'a vu, un œuf cru est très liquide. Normal, il contient beaucoup d'eau, jusqu'à 90% dans le blanc et 25% dans le jaune. Le reste, c'est un peu de gras et surtout des protéines. Et quand on cuit un œuf, par exemple sur le plat, on voit progressivement le blanc paraître moins liquide, de plus en plus visqueux, jusqu'à devenir gélatineux et blanchir. Pareil pour le jaune qui lui reste plus liquide et seulement coulant. On le voit très bien aussi sur un œuf à la coque, le blanc est encore un peu gluant et le jaune très coulant. Et si on cuit un peu plus longtemps, on a un œuf mollet. Là, le blanc se tient, il paraît gélifié, et le jaune est coulant. Puis, si on cuit encore plus longtemps, on a un œuf dur. Le blanc est solide, et le jaune un peu crémeux, mais pas coulant. Et si on pousse la cuisson un peu trop, eh bien l'œuf cuit trop, et on le voit et on le sent tout de suite. Et si on le coupe, on voit même une couleur étrange verdâtre autour du jaune. Le jaune, lui, est sableux et sec, et surtout, ça pue. Ça sent une odeur qu'on connaît sous le nom d'œuf pourri, ça sent le soufre. Et c'est d'ailleurs le même gaz qui est produit par un œuf pourri qui est aussi produit par un œuf trop cuit. Comment ça se fait ? Eh bien c'est encore une histoire de protéines et d'eau.
Dans un œuf, il y a des protéines, donc des grosses molécules composées de nombreux atomes dispersés dans un grand nombre de petites molécules d'eau, composées elles de 2 atomes d'hydrogène, H, et 1 d'oxygène, O, d'où le nom H2O. Une protéine, on l'a déjà dit, c'est une longue chaîne d'acides aminés enroulés sur elle-même sous l'action de liaisons chimiques. Si les liaisons chimiques qui retiennent les acides aminés entre eux, les liaisons peptidiques sont solides, les liaisons qui font que la protéine s'enroule sur elle-même sont plus faibles. Celles-ci sont formées selon les affinités de telle ou telle partie de la protéine avec l'eau. En gros, les parties hydrophobes sont au centre de la protéine, quand les parties hydrophiles sont à l'extérieur. Et ces liaisons qui sont plus faibles sont surtout sensibles à la chaleur qui les détruit quand on les chauffe. Les protéines se déroulent alors, et on dit qu'elles sont dénaturées. C'est comme avec les coups de fouet pour faire monter les blancs en neige, mais cette fois avec de la chaleur. Quand les protéines se dénaturent, et donc se déroulent, elles passent de grosses molécules dispersées dans l'eau à des longs fils. Et ces fils se lient entre eux par les atomes de soufre qui se trouvaient avant au centre des protéines et sont maintenant accessibles. Et ces fils liés entre eux forment un réseau qui finit par piéger les molécules d'eau, comme dans les mailles d'un filet. Plus on chauffe, plus les réseaux se resserrent et l'eau s'en échappe et s'évapore. Quand il y a suffisamment d'eau dans ce réseau, cela forme un gel. Mais si l'eau s'évapore trop, l'œuf devient trop ferme et donc trop cuit. Cela arrive à partir d'une température précise, appelée la température de coagulation. À cette température, les protéines commencent à se dégrader et elles perdent leur atome de soufre qui réagit avec l'hydrogène et forme du dihydrogène de soufre. C'est le gaz qui sent l'œuf pourri. Au passage, ce gaz interagit avec le fer contenu dans le jaune d'œuf et le rend verdâtre. On a vu en observant des œufs que le blanc semble cuire plus vite que le jaune, même quand on cuit un œuf sur le plat. Ce n'est donc pas uniquement parce que le jaune est plus au centre de l'œuf, d'autant plus qu'il flotte dans le jaune. C'est en fait la différence de proportion entre les différents éléments du jaune et du blanc qui font qu'ils n'ont pas la même température de coagulation. Le blanc par exemple coagule entre 62 et 65 degrés Celsius. D'abord le blanc externe à 62, puis le blanc interne à 65, car il contient d'autres protéines. Le jaune, lui, coagule à 68 degrés. Ces températures sont atteintes plus ou moins rapidement selon la température, la durée et le mode de cuisson. Mais quand on cuit un œuf dans de l'eau bouillante, on aura de toute façon un blanc toujours plus cuit que le jaune. Et si on voulait un œuf parfait, où le blanc et le jaune seraient à peine coagulés? C'est ce à quoi ont réfléchi le célèbre chef Pierre Gagnère et le chimiste Hervé Tisse, père de la gastronomie moléculaire. L'idée, c'est de faire cuire un œuf à 64 degrés pendant environ 1 heure. À cette température, la chaleur met plus de temps à atteindre le centre, ce qui augmente donc le temps de cuisson. Avec une casserole, c'est un peu compliqué, mais avec un thermoplongeur moderne, c'est assez facile. Cela donne un œuf super intéressant à déguster qui est ni trop peu cuit. Et voilà, vous connaissez maintenant les techniques de base pour utiliser l'œuf en cuisine et comment ça marche. On peut utiliser ces techniques indépendamment, comme pour faire un simple œuf à la coque ou une mayonnaise, mais on peut aussi les mélanger pour faire une île flottante ou une sauce béarnaise. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir en pratique ces techniques pour des recettes de base en cuisine.